Donc bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien. Donc petite conférence sur la partie e-commerce et SEO. Alors pour la présentation rapide de moi, j'ai une double activité en fait. Je suis à la fois freelance SEO SEA pour la partie e-commerce et j'ai la casquette aussi d'e-commerçant avec trois boutiques en ligne. Je suis associé avec des personnes. Je gère moi pour le coup la partie référencement. Être concernés les e-commerçants. Donc, c'est un peu ça la subtilité de la chose. Je vais partager mon écran tout de suite. Comme ça, vous aurez mon écran normalement. Voilà, donc c'est ce que je disais, j'ai la double activité, freelance et e-commerçant. Moi, sur la partie PrestaShop, pour le coup, uniquement mes 3 sites sont sur PrestaShop. Donc je poursuis. Dans cette conférence, le but, bien évidemment, comme son nom l'indique, c'est de montrer un peu de concret, entre guillemets, c'est-à-dire des actions qui sont vraiment impactantes, que moi je considère comme étant impactantes et que je vois à travers mes boutiques en ligne, mais aussi à travers mes clients que je peux accompagner, qui sont efficaces. C'est aussi un peu une synthèse de tous les clients que j'ai pu avoir, que je constate où il y a vraiment des choses qui reviennent de manière assez fréquente, qui sont mal mises en place, alors que ce sont pour le coup souvent les actions qui font la différence et qui vont vraiment faire en sorte que votre site va décoller. Donc, pour le coup, j'ai fait un petit sommaire rapide. On va globalement étudier le triptyque du SEO et dans chaque partie, qu'est-ce que moi j'estime comme étant important, avec à l'intérieur des cas concrets. C'est le but aussi, d'expliquer sur des cas concrets qu'est-ce que j'ai fait, des petits tips, des petites choses que j'ai pu mettre en place qui sont efficaces ou pas d'ailleurs, parce que j'ai justement mis quelques cas qui fonctionnent pas. Donc c'est aussi bien d'avoir la partie qui fonctionne, comme souvent dans les conférences, et aussi des cas qui fonctionnent pas. Donc moi, ce que j'aime bien et ce que je trouve comme étant le plus important et le plus sous-estimé sur la partie SEO, c'est la recherche de mots-clés. C'est souvent vraiment, je trouve, dans les prospects que je peux avoir les clients, c'est là où le bas blesse sur la plupart des e-commerce, c'est d'avoir une couverture de mots-clés trop faible. Quand je dis couverture de mots-clés, généralement, c'est parce qu'il y a un nombre de pages associées à la recherche de mots-clés qui est insuffisant. Et donc, je vais vous montrer comment moi je fonctionne sur la partie recherche de mots-clés et quels sont surtout en fait globalement les problèmes qu'on peut constater chez la plupart des clients et qu'est-ce qui peut rendre efficace votre recherche de mots-clés pour qu'elle soit la plus complète possible. Alors, je parle en tant que freelance, mais aussi en tant qu'annonceur, parce qu'on n'a pas forcément la même problématique. Donc d'abord, ce qu'il faut comprendre quand on fait du e-commerce, c'est de comprendre les différents personas qu'on peut avoir, parce que quand on est une boutique en ligne, alors bien évidemment, ça va dépendre de la thématique, mais on a différents personas avec différents mots-clés sur de la transactionnelle, navigationnelle, et cetera. Bon, je vais pas détailler à 100 sur cette partie-là parce qu'il y a beaucoup de conférences à ce sujet, mais c'est important de bien anticiper au départ les différents clients pour pouvoir imaginer derrière quelles sont leurs intentions et quels sont les mots-clés qu'ils peuvent taper. Parce qu'on a souvent, c'est ce que je dis, on a les outils qui nous aident, mais c'est aussi bien évidemment intéressant d'utiliser entre guillemets le jus de cerveau pour d'abord imaginer les mots-clés que peuvent rechercher les gens qui sont en recherche de notre produit ou notre service. Donc on a différentes typologies de pages du coup qui vont répondre à différents mots-clés, donc ça c'est important, c'est ce que je mets ici. Sur une boutique en ligne, on a généralement 2 grandes catégories, bien évidemment, la boutique en ligne avec les listings produits, les pages catégories, et les pages produits et les pages marques, dans la majorité des cas. Et on a la partie blog, avec d'une part le contenu informatif et d'autre part plutôt ce que j'appelle moi des guides ou des comparatifs, chacun ayant des enjeux et des mots-clés différents. Mais c'est bien au départ de s'imaginer d'avoir toutes ces templates de pages, parce que quand on va choisir un mot-clé, il faut lui associer un template de page. Donc, on va certainement parler d'intention de recherche, et donc il faut généralement analyser l'intention pour comprendre qu'est-ce que recherche l'internaute, quelle est la page qu'il attend. Donc ça, ce scénario de départ, il est intéressant aussi, par exemple, dans le cas d'une refonte ou d'une création de site,
pour imaginer tous les templates de pages qui vont être à décliner. Par exemple, sur du blog, on peut imaginer aussi des sous-templates de pages. Par exemple, si c'est un guide, c'est ça. Si c'est un contenu informatif, c'est tel template de page. Et on peut en imaginer beaucoup, par exemple avec des tableaux de comparaison, ce genre de choses. Moi, ce que je fais, ce que j'aime bien, c'est d'avoir un document de centralisation de la recherche de mots-clés. Donc, qu'on soit agence, consultant, annonceur, éditeur, on est tous concernés. C'est vraiment d'avoir un tableau. Alors, moi, je fonctionne avec Sheet, mais peu importe. Du listing des mots-clés qu'on a choisis. Et surtout, et c'est ce que j'ai mis en rouge et ce qui est hyper important, c'est de prioriser par potentiel business. Parce qu'en fait, sur un e-commerce, y a des mots-clés, même s'ils peuvent avoir beaucoup de volume de recherche, ils peuvent être décevants d'un point de vue business, parce que l'intention est large, ça peut être de l'information, ça peut être de la recherche de prix, de la comparatif. À l'inverse, un mot-clé très précis, par exemple de 300, 400 ou même 100 recherches par mois, peut être beaucoup plus atteignable facilement et avoir un potentiel business beaucoup plus fort et donc le chiffre d'affaires plus important. Ça, c'est hyper important e-commerce. C'est souvent, je trouve, ce qui est un peu mis de côté. Et souvent, la plupart des gens se focalisent sur des gros mots-clés à fort volume, alors que moi, je trouve personnellement, c'est mon avis, que généralement, le jeu en vaut pas forcément la chandelle. C'est-à-dire que le jour où on arrive dans des positions intéressantes et où on commence à avoir du trafic, l'impact business peut être un peu décevant. Alors, je fais pas de généralité, mais je trouve que moi, c'est souvent le cas sur des mots-clés assez généralistes. Pour la partie recherche de mots-clés, alors moi, j'ai mis les outils que j'utilise. Bon, il y a rien de révolutionnaire, mais là, pour le coup, c'est plutôt une histoire d'habitude et d'appétence des outils. Moi, j'essaie de les combiner tous un peu pour avoir des idées différentes. Je trouve que par exemple, un outil comme Lofruit est assez sous-coté parce qu'il permet vraiment de mettre en avant des mots-clés qu'on n'aurait pas forcément envisagé et anticipé. Surtout sur de la très longue traîne, notamment, il est assez bon, je trouve, l'outil. SEMrush, bon, qui est assez généraliste. Google Ads. Alloscan, le nouvel arrivant, qui est plutôt intéressant aussi. Et puis, on a aussi des outils qui sont un peu plus anciens, mais qui fonctionnent toujours très bien. C'est Keyword Cheater qui fait en fait du scrapping de Google Suggest. Là, c'est pareil, en combinant les différents outils, on peut se créer une base de données de mots-clés et pouvoir derrière sélectionner à droite à gauche tous les mots-clés qu'on estime comme étant pertinents pour notre activité. Autre sujet, mais qui est en lien avec celui-ci, c'est aussi un des problèmes que je constate régulièrement sur les sites e-commerce, c'est la cannibalisation. Alors là, c'est un outil qui est assez récent dans la sphère SEO, mais qui peut être intéressant. Il y a aussi bien évidemment l'œil humain et l'analyse de la SERP qui peut servir à ça. C'est le fait que des sites e-commerce parfois créent des doublons de pages sur des requêtes qui en fait ciblent la même page. Et ça peut être assez problématique pour le coup. Là, j'ai mis un exemple, par exemple panneau solaire et panneau photovoltaïque. Bon, ça peut paraître évident, mais ça ne l'est pas forcément toujours. Et en fait, Google privilégie, en fait, estime que c'est une seule et même page qui doit cibler ce mot-clé-là. Et donc, il est important dans l'analyse sémantique, si je reviens juste avant, ici, vous voyez, c'est pour ça que moi, je mets mots-clés 1, 2, 3, parce que j'intègre les mots-clés secondaires qui ciblent la même page. Alors, c'est notamment intéressant pour la partie rédactionnelle, où le rédacteur ou l'annonceur, ou peu importe, va pouvoir intégrer tout ça dans son contenu directement. Même dans les balises title, c'est important aussi de le travailler. Dans le même cas, mais plutôt pour justement identifier les mots-clés secondaires où la même page de Google se positionne, on a Alloscan qui a la similaire SERP. Donc vous rentrez un mot-clé et il va vous donner les mots-clés ayant la même SERP. Donc c'est intéressant parce que ça permet d'identifier assez facilement les mots-clés secondaires à intégrer dans votre analyse sémantique, dans votre recherche de mots-clés. Dans la recherche de mots-clés, ce que je trouve, moi, ça c'est une slide importante, ce que je trouve souvent sous-estimé et sous-exploité, c'est ce que moi j'appelle des smart catégories. Alors c'est un peu un mot inventé, mais c'est un mot un peu à moi pour l'expliquer facilement auprès des clients. C'est que souvent un site e-commerce, quand on l'analyse, notamment un site qui n'a pas jamais eu trop de stratégie SEO ou peu, c'est que il y a globalement assez peu de pages
et le site va cibler uniquement les requêtes un peu basiques, les plus évidentes. Les smart categories, c'est quoi? C'est des pages qui vont cibler des mots-clés. Alors moi, ce que j'appelle produits plus haut de gamme, par exemple, c'est un exemple. En fait, c'est des mots-clés très précis qui sont assez peu tapés, mais l'addition de tous ces mots-clés va faire qu'on va avoir un volume très intéressant. Et donc ça, par exemple, c'est typiquement une stratégie à mettre en place qui est très 20-80, parce que c'est pas hyper compliqué à mettre en place pour le coup sur la plupart des sites, et ça va vraiment élargir fortement votre couverture de mots-clés assez rapidement. Donc là, j'ai mis des exemples. Donc on a par exemple produit plus haut de gamme, produit plus sol, plus les couleurs, noir, rouge, alors ça dépend de votre thématique, noir, rouge, orange, etc. La notion de pas cher aussi, les tailles, par exemple si vous êtes dans le vestimentaire, plus le rouge XL, plus le rouge XS, je sais pas, après c'est à vous de déterminer les mots-clés qui sont intéressants. Mais tout ça, c'est des pages qui sont souvent sous-exploitées. On a par exemple La Redoute qui l'exploite assez bien. Tous les gros sites, en fait, l'exploitent globalement assez bien. Mais tout ce qui est plutôt petit et moyen site, souvent ne l'exploite pas, alors que ce sont en plus généralement des mots-clés qui sont assez peu concurrentiels et où vous allez pouvoir, en fait, vous positionner de manière assez simple, théoriquement. Après, tout dépend de la thématique. Et donc, tout de suite, voilà, avoir beaucoup plus de pages, du trafic rapidement qui va arriver sur votre site, sur en plus potentiellement des mots-clés qui sont un fort impact business et de chiffre d'affaires. Donc souvent, moi, c'est ce que j'appelle des smart categories, parce qu'en fait, c'est des pages qui sont difficiles, voire impossibles à caler dans l'arborescence classique du site, c'est-à-dire header, footer. Donc c'est souvent des pages qu'on va un peu cacher. Ensuite, par exemple, j'ai mis un exemple, vu que moi je connais bien PrestaShop, il y a l'utilisation des facettes qui peut aider à faire ça. Alors on a notamment ce module là qui est très bien, qui permet de générer en fait, grâce aux attributs des produits et donc aux facettes, des pages à la volée comme ça, rapidement. Sur les autres CMS, je connais un peu moins, mais j'imagine peut-être que ça existe. Ou alors vous pouvez très bien les faire à la volée comme ça à la main. Et après, bien évidemment, la contrainte de ces pages-là, des smart categories, ce que j'appelle, c'est qu'il faut les linker au site pour qu'elles acquièrent depuis Google du PageRank pour que Google les découvre d'abord, et puis en plus qu'elles aient un peu de jus. Donc il faut les mailler. Donc là, il y a plusieurs solutions, on y reviendra un petit peu plus tard dans le maillage interne, mais il y a notamment le fameux plan du site avec le listing des pages qui peut aider, qui peut déjà être une bonne solution. Puis après, il y a d'autres solutions de maillage interne qui peuvent fortement aider à faire en sorte que ces pages possèdent un peu de jus et qu'elles puissent se positionner sans trop de difficultés. Il peut y avoir aussi, bien évidemment, on le verra un petit peu plus tard, mais la partie aussi externe avec les backlinks. Donc là, je vous ai mis un exemple assez parlant. Alors là, c'est un exemple encore plus poussé. C'est en fait, on a la notion de produit, marque et des variantes, ce que j'appelle les variantes un peu sous-estimées, c'est-à-dire produit, marque plus couleur. Donc là, j'ai fait un test sur Cascarai, qui est une marque assez connue dans le domaine de la moto, et où en fait, on a des Cascarai Jet, donc qui est ça plutôt une typologie, une famille. On a la notion de pas cher, on a la notion de couleur, voilà. Tout ça, c'est des pages qui sont potentiellement à créer sur votre site. Alors, il faut l'analyser pour voir si ça a du sens de créer la page. Mais vous voyez que l'addition là, juste de cette page-là, déjà, ça représente une quantité de pages importante et donc potentiellement du trafic important. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, ce qui est sous-estimé sur la partie commerce, c'est cette partie-là. Une fois qu'on a fait notre recherche de mots-clés, moi, ce que j'aime bien faire, c'est du mind mapping, où vous allez en fait lister globalement toutes les catégories que vous allez devoir créer. Là, c'est vraiment un conseil plutôt sur l'organisation. Souvent aussi, je vois des gens qui s'y perdent un peu entre les fichiers Excel et les mind maps, etc. Moi, ce que je vous conseille, c'est de combiner les deux, pour être honnête, un Google Sheet et un mind map. Ça va permettre de vraiment mettre aussi en évidence la partie catégorie sous catégorie. Parce que vous allez pouvoir en fait hiérarchiser un peu les mots-clés pour voir qu'est-ce qu'il y a une catégorie, qu'est-ce qu'il y a une sous-catégorie, voire même qu'est-ce qu'il y a une smart catégorie, c'est-à-dire une catégorie qu'on va pas mettre dans l'arborescence header classique, mais qu'on va cacher, mais qu'on va quand même créer parce qu'elle a du potentiel et elle peut nous générer du trafic demain. Le mind map est vraiment bien, ce qui permet de voir rapidement comment ça s'articule et de pas oublier de mots-clés.
Donc moi, c'est ce que j'aime bien aussi faire, c'est ce que je vous disais au départ, c'est d'abord, avant d'utiliser les outils, de faire un mind map de tout ce que j'imagine moi dans ma tête sur la thématique, et ensuite venir mettre la couche avec les outils pour rajouter et intégrer de plus en plus de mots-clés. Une fois qu'on a fait le mind mapping e-commerce, on va faire le mind mapping, moi ce que j'appelle blog. Ça, c'est vraiment aussi hyper important. Il y a assez peu d'e-commerce qui le font. C'est de créer du contenu plutôt informatif pour le coup souvent sur les besoins, les questions avant, pendant et après l'achat des internautes. Alors ça va avoir plusieurs ambitions. D'abord de diversifier le trafic. Deuxièmement, de faire du maillage interne et de pouvoir montrer votre expertise auprès des internautes et auprès de Google aussi potentiellement, afin de traiter tous les sujets autour des produits que vous proposez sur votre site internet. Donc là, par exemple, j'ai l'exemple d'un site qui vend des bras zéro. Et ben on a listé tous les sujets que pouvaient se poser les internautes, que ce soit de la recette, que ce soit plutôt du conseil entretien, que ce soit de la partie même do it yourself, ou ça peut être même après achat, par exemple, comment l'entretenir, comment nettoyer, comment allumer, etc., etc. Ça peut paraître basique pour le coup, mais il y a beaucoup de sites e-commerce encore qui le sous-exploitent. Ça permet, c'est ce que je mettais ici, de faire beaucoup de maillage vers les catégories pour pouvoir leur donner de la puissance et de la légitimité. Et puis après, on peut, si on est malin dans le maillage interne, faire des clusters sémantiques, voire même des cocons pour vraiment pousser des pages en particulier, notamment les pages qui ont l'ambition de se positionner sur des fortes requêtes ou des grosses requêtes SEO avec de la concurrence. Donc, pour la partie mind mapping blog, moi, ce que je conseille, c'est d'abord d'utiliser votre cerveau. Là, on revient à ce que je disais au tout départ sur la partie persona et intention. Il faut d'abord se positionner en tant que client type et de se poser toutes les questions et de les lister, toutes les questions que peuvent avoir envie les internautes. Donc voilà, vous êtes un vendeur de bras zéro, si je reprends l'exemple tout à l'heure, quelles sont les questions qui peuvent se poser avant, pendant ou après achat? Donc, vous les listez. Et après, bien évidemment, vous venez coupler avec des outils qui vont avoir différentes sources de données. On a du Vortex Go qui peut être intéressant, du Also Ask, qui va plutôt, lui, pour le coup, être sur les PA, les fameux People Also Ask. Et même chose pour Asking Franklin, qui va aussi scraper les People Also Ask. Donc, on combine tout ça et on crée le mind mapping de manière à pouvoir mettre en place une stratégie de contenu sur les X prochains mois, voire X prochaines années, pour être vraiment le leader dans sa thématique. Alors, je vois les questions en même temps, je répondrai, je pense, à la fin, ce sera le plus simple. Je les reprendrai une par une. Et il y a d'ailleurs dans ma conf, il y a certaines questions qui vont être répondues à travers les différentes slides. Donc là, on a entre guillemets, on a vu la base vraiment du lancement de la stratégie, la recherche de mots-clés. Faut y passer du temps, c'est hyper important parce que généralement, on revient pas forcément dessus a posteriori. Donc, je vous conseille de vraiment y passer du temps parce que ça va vraiment être souvent ce que je dis, si on voit la stratégie SEO comme une maison, c'est vraiment les plans de l'architecte où on va vraiment mettre en place une stratégie sur les X prochains mois, X prochaines années. Donc, il faut vraiment aller loin sur la partie mots-clés pour pouvoir ne pas revenir dessus ensuite. Une fois qu'on a fait ça, on va quand même checker la partie technique. Alors pour le coup, moi, la partie technique, je trouve que c'est souvent la partie où il y a, entre guillemets, le moins à faire. Alors attention, disclaimer, ça dépend des cas, bien évidemment, sur la phrase des SEO. Mais moi, sur ma typologie de site, c'est-à-dire petit et moyen site, c'est-à-dire pas des gros sites e-commerce avec des centaines de milliers de références, généralement, la partie technique est, je trouve, moins importante. Alors, pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut pas s'en occuper, mais il faut au moins qu'il y ait les bases vraiment les plus basiques. Je les ai listées ici, c'est-à-dire, je reprends l'expression de Laurent Bourrelli, la triplette du bourrin. Il faut que H1, title et URL soient corrects, basiques, mais efficaces. C'est-à-dire avec les mots-clés, voir les mots-clés secondaires, etc. À partir du moment où vous avez ça, c'est déjà pas mal. Il faut un balisage HN qui soit correct. Voilà, faut pas que ce soit n'importe quoi, 36 H1, 47 H2, etc. Il faut que ce soit à peu près correct sans que ce soit aux petits oignons.
La partie web perf, même chose, faut que ce soit correct, c'est-à-dire 60 desktop, 50 mobile. Et la partie, dette technique, ce que j'aime bien dire dette technique, c'est-à-dire pas trop de 404, pas trop de 300 internes, pas des facettes ouvertes où, on va avoir des spider traps où, Google va s'engouffrer dans des milliers, des dizaines, voire des millions de pages. Pas non plus des centaines de milliers de canonical. Et déjà, quand on a tout cet aspect-là qui est à peu près contrôlé et maîtrisé, généralement, il n'y a pas besoin non plus de faire des choses qui peuvent être recommandées. Je vois toute la partie notamment, alors je vais pas l'évoquer, mais moi par exemple toute la partie données structurées, toute la partie obfuscation, etc. Je trouve qu'à mon sens, c'est souvent évoqué, alors qu'en fait, ça a globalement peu d'impact. Ça dépend des sites, mais globalement, sur des petits moyens sites, c'est pas forcément ce qu'il faut prioriser. Ce qu'il faut prioriser, c'est ce que j'ai dit auparavant. Et puis le dernier point, c'est l'indexation. Alors ça, c'est plutôt un sujet nouveau, parce qu'en fait, il y a quelques années, l'indexation, c'était pas forcément un problème. Aujourd'hui, ça peut l'être, ça dépend des sites. Donc il faut quand même s'assurer que le site s'indexe correctement. Notamment dans le cas des smart catégories, j'évoquais, c'est des pages qui ont souvent un peu moins de jus et donc elles peuvent avoir du mal à s'indexer. Donc ça, il faut le contrôler, qu'elles soient bien indexées. Il y a des outils pour ça, notamment l'outil de Stéphane Madaleno, qui permet de contrôler si les pages de son site sont indexées. Sinon, vous faites des sites de points, mais bon, ça peut être assez long selon le nombre de pages. Mais si vous voulez le faire en masse, il y a l'outil de Stéphane qui le fait très bien. Et dernier point, un outil que j'aime bien, alors qui peut être un peu dangereux aussi, c'est l'outil Foudroyer, notamment sur des sites un peu neufs ou sur des sites ayant des pages assez pauvres. Je vous montrerai un exemple après. Mais Foudroyer permet d'envoyer en masse des requêtes API à Search Console pour forcer l'indexation des pages. Ça a du sens notamment sur des sites un peu moyens gros qui ont des fiches produits, par exemple dans une pagination un peu lointaine, etc. Ça peut être intéressant. Ou des pages assez pauvres avec peu de contenu, etc. Ça peut être intéressant. Alors par contre, attention, c'est ce que je mets disclaimer, c'est la désindexation. C'est ce que je vois souvent aussi, c'est que ça fonctionne très bien sur l'indexation. En revanche, il peut y avoir derrière des désindexations parce qu'en fait, si vraiment la page elle est nulle, ben, Google maintenant il se prend plus la tête, il la désindexe. C'est un peu ça maintenant la différence. Là où auparavant Google indexait en masse et globalement il n'y avait pas trop de désindexation, aujourd'hui il fait le choix un peu de trier dans son index et s'il estime qu'une page n'est pas intéressante pour lui, il va la désindexer. Alors ce qui est bien pour nous en tant que SEO, parce qu'en fait ça permet de voir quelles sont les pages, voir les typologies de pages qui lui plaisent pas pour un site, et donc de mettre en place un plan d'action pour peut-être les revoir, etc. Alors mon avis sur la partie technique aussi, et ça c'est important, c'est que je trouve, moi souvent, je vois beaucoup de prospects, et même moi à titre perso, c'est que parfois le chantier technique est tellement lourd qu'il vaut mieux en fait refaire le site carrément ou un changement de thème. Aujourd'hui, j'ai listé là, les trois, on va dire les trois CMS les plus mainstream. Aujourd'hui, globalement, si vous partez sur un thème classique sur un petit et moyen site, normalement, la plupart des thèmes sont à peu près corrects. Bon, il faut bien sélectionner quand même parce qu'il y a des thèmes qui sont un peu affreux. Mais si vous partez sur un thème correct et convenable, toute la partie technique est globalement à peu près bien faite. Il y a quelques exceptions. Donc c'est pour ça que je dis cette partie-là, c'est parce qu'en fait, parfois il vaut mieux faire le passe-plat et partir sur un nouveau thème. Ça va vous éviter de tricoter le code, etc. et de casser des choses à droite à gauche. Voilà. Donc moi, par exemple, sur PrestaShop, que je connais bien, je trouve que Warehouse est super bien. Il a des perfs qui sont bonnes, il a un balisage qui est clean. Enfin voilà, tout est globalement plutôt pas mal. Ça permet de faire des choses déjà plutôt bien. Donc parfois, il faut pas non plus se prendre trop la tête. Et la partie technique, moi, je trouve qu'à mon sens, elle a de moins en moins de poids, surtout sur des petits et moyens sites. Sur WooCommerce et Shopify, pour le coup, je connais moins. J'ai pas de thème à vous recommander qui me vient en tête et que je connais, que je maîtrise bien. Donc voilà. Je vous laisse. Il y a des gens dans le chat qui ont des thèmes sur ces sites-là et qui en sont contents, etc. Bah, ils pourront le dire.
Autre chose qui est souvent, sous-exploitée sur la partie commerce, c'est les fiches produits. Alors ça, je le vois beaucoup. Ça a beaucoup de sens, notamment sur certaines typologies de sites. C'est que souvent les fiches produits sont assez pauvres. Alors c'est négatif pour le SEO, mais c'est aussi négatif pour le taux de transfo parce qu'on peut faire venir autant de trafic qu'on veut, il faut que le taux de transfo à un moment donné il suive. Donc ce que je constate souvent, c'est qu'il faut bien renseigner vos fiches produits avec plein d'informations intéressantes comme les codes EAN, les références produits, les références fournisseurs, et cetera. Pourquoi je dis ça? Je vais vous montrer un exemple juste après d'un site où en fait qui rank, majoritairement sur ce genre d'infos. Donc c'est de la très, très longue traîne, mais ça peut la masse fait que c'est intéressant. Alors je lis en même temps les commentaires, je répondrai après. Donc bien marketer aux fiches produits, ça c'est hyper important. Il faut essayer de faire des choses aussi un peu multiformat, multimédia, faire du texte, de l'image, de la vidéo, l'audio. Là, je parle plutôt sur la casquette SEA. On sait que des e-commerçants, globalement, une bonne majorité de leur budget ads passe sur du Google Shopping. Et quand on fait du shopping, on envoie le trafic vers des fiches produits. Donc, il faut que votre fiche produit elle soit performante parce que l'internaute, il arrive sur la fiche produit et en gros, c'est achète ou casse-toi un peu entre guillemets. Donc, n'hésitez pas à marketer bien vos fiches produits. C'est hyper important. Et en plus, toutes les infos que vous allez rajouter ici vont être intéressantes, notamment pour les facettes, les filtres à facettes que vous allez pouvoir avoir sur vos catégories pour pouvoir filtrer, que les gens puissent filtrer. Ça aussi, c'est bien pour le référencement, mine de rien, parce que ça améliore l'expérience utilisateur. Et on sait aujourd'hui que l'expérience utilisateur a quand même globalement un impact sur le référencement et sur le ranking des pages. Donc, j'évoquais juste avant les références fournisseurs, etc. Ça, c'est un projet perso, par exemple, sur un e-commerce. Et pourquoi je parle de fiches produits? Parce que sur ce site-là, par exemple, qui est assez récent, il a moins d'1 an, 75% du trafic est généré grâce aux fiches produits. C'est de la très longue traîne, en fait, pour rien vous cacher, et donc c'est pour ça que les fiches produits sont travaillées. Alors la stratégie, là, c'est d'avoir plusieurs produits égale un produit. Bon, je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un peu une spécificité de cette thématique qu'on a choisi de mettre de cette manière-là, ce qui fait que ça nous permet de faire ranker les fiches produits, en fait, dans Google. Là où la concurrence va plutôt faire ranker des catégories. Et c'est ce qui fait que on vient avec une page et une typologie de page un peu différente, que Google semble apprécier comme les résultats le démontrent. Et donc, en venant avec une typologie de page différente, pour l'expérience utilisateur, on estimait que c'était intéressant. Et donc, on voit que ça fonctionne parce que le site a rapidement décollé. C'est un site qui est très récent. Il n'y a aucun contenu sur le site. En fait, c'est juste des pages produits sans contenu, sans rien. Alors, par contre, il y a une masse de pages. Il y a très peu de liens. Quand je parle de très peu de liens sur la partie netlinking. Et puis, il y a une concurrence qui est quand même globalement assez faible. Donc, ça aide aussi, je ne vais pas mentir. Mais le site, en 6 mois, il est passé de 10 visiteurs par jour à 100 visiteurs par jour. Assez rapidement sans mettre en place c'est vraiment globalement un petit site qui est assez simple, efficace. Donc ça, sur cette partie-là, c'est pour vous pousser à réfléchir aussi parfois de venir attaquer le Google avec une stratégie un peu différente de ce qui peut exister. Autre chose sur la partie technique, par contre, qui là pour le coup je trouvais important pour les gros sites, je l'ai constaté, c'est le TTFB, donc le temps de réponse serveur. Là pour le coup, sur la partie notamment crawl et indexation, c'est hyper important. Donc ça, c'est plutôt vraiment la partie purement technique à voir avec votre infogérant ou avec votre agence. Généralement, c'est plutôt côté serveur, même si le site peut aussi avoir un impact sur ça. Donc je passe rapidement, mais c'est important. La partie contenu, alors pour le coup, moi je trouve que sur un e-commerce, c'est moins important. Ça dépend encore, bien évidemment. Là, j'ai moi priorisé la partie catégorie. Moi, je trouve que ça fonctionne encore bien d'avoir beaucoup de contenu sur les catégories. Vous le voyez souvent, si vous tapez des requêtes, vous verrez qu'en bas de page, généralement, ou avec des accordéons, les gens mettent quand même beaucoup de contenu. Contenu texte, je parle bien évidemment.
Contenu souvent orienté guide et accompagnement d'achat. J'aime bien, je trouve que c'est plutôt pas mal fait. J'ai un exemple, par exemple, papier peint des années 70 qui me vient en tête, qui est très bien fait à ce sujet-là, je trouve, qui est très bien optimisé SEO. Les pages marques, alors ça va dépendre des thématiques, mais sur certains e-commerce, il y a un intérêt fort de mettre en place des pages marques. Et puis le blog, avec attention à la cannibalisation page catégorie, page blog. Je reviendrai un petit peu sur ça, il y a une question que j'avais vue tout à l'heure. Donc faut faire attention. Sur la partie contenu, je vais pas vous expliquer comment écrire un contenu, c'est pas le but. Après, il y a des outils aujourd'hui qui aident à ça. On a TextBulker qui est plutôt bien, ChatGPT. Mais je vais revenir juste après dessus sur l'inconvénient de ça. Et puis les fiches produits, c'est intéressant pour le maillage interne notamment. Donc c'est bien de mettre du contenu sur fiches produits. Bon, ça peut être fastidieux selon la taille du catalogue, hein, parce que s'il faut faire un contenu unique par fiche produit et que vous avez 500 000 références, ça va être compliqué. Mais par contre, pour faire du maillage interne, notamment pour donner de la puissance et du jus à des catégories, ça peut être très intéressant. Et j'ai mis en dessous le spin. Moi, j'avais testé le spin sur un site, le spin sur des fiches produits. Et le résultat était assez décevant, en fait. J'ai pas vu d'impact. Je l'ai même, pour le coup, enlevé il y a moins de 6 mois. Et à l'inverse, j'ai pas vu d'impact négatif. Donc, j'ai un peu été déçu. Donc après, à voir, j'ai pas encore un avis 100% ferme et définitif sur ce sujet, mais à voir. Ça dépend des cas, des thématiques, des tailles du site, etc. Sur la partie contenu, par contre, en revanche, ce que je vous conseille, et c'est ce que je vois moi sur la plupart de mes clients, c'est que aujourd'hui, la plupart des clients rédigent avec des outils IA, souvent ChatGPT malheureusement. Et ça peut très bien. Le problème, c'est que souvent, c'est des sites c'est des contenus qui sont assez pauvres sémantiquement. C'est un peu l'inconvénient. Et donc, des outils comme Your Text Guru peuvent vous aider à améliorer tout ça. Donc là, je parle plus en tant que consultant agent. Je trouve que c'est vraiment important de mettre l'accent aujourd'hui sur ça, notamment quand c'est le client qui rédige, parce que les gens utilisent ChatGPT à tort et à travers. Et moi, j'ai le cas d'un client où il a fait que ça. Et ça dessert le site plus que ça le sert au final. Donc, il faut faire attention, je trouve. Il faut quand même avoir des bons prompts, créer des contenus par étape, pas faire du one-shot brut et apporter un peu de rédaction humaine à l'intérieur si besoin. Autre chose que je trouve un peu sous-exploité sur la partie e-commerce, c'est les comparatifs et les guides. Ça, c'est vraiment sous-exploité. Alors là, j'ai l'exemple de Mano qui le fait très bien. C'est que on assimile les comparatifs et les guides aux sites d'affiliation. C'est eux qui font ça. Mais un e-commerce peut très bien le faire. Il n'y a aucune raison. Ça permet de diversifier le trafic. Le ranking est souvent facile. Généralement, j'ai mis. Et ça permet surtout d'agrandir la couverture de mots-clés. Parce qu'on va attaquer des nouveaux mots-clés. C'est ce que je vais montrer juste après. Qu'on n'aurait, quoi qu'il arrive, jamais attaqué avec une arborescence e-commerce classique. Donc, il ne faut pas hésiter à faire ce genre de page. En plus, vous avez potentiellement une vraie expertise si vous êtes un vrai e-commerce, entre guillemets. Donc, vous avez une légitimité à rédiger tout ça. Et ça permet d'améliorer le maillage interne en plus derrière. Donc, c'est souvent sous-utilisé par les e-commerce, alors que ça peut très bien fonctionner, comme ici, cet exemple, avec une page sur un site donc dans la thématique outils. Pourquoi on l'a fait? Parce qu'en fait, il y avait une SERP qui était très concurrentielle. Et on avait peu de différenciation possible. C'est-à-dire que tout le monde avait une catégorie avec un listing produit des produits en question. C'était du mastodonte en face, donc c'était très compliqué de tirer son épingle du jeu puisqu'on était un site moyen petit. Donc ce qu'on a fait, il y avait une SERP fiche produit full catégorie. On s'est dit, nous, on va essayer de venir ranker avec un comparatif, un guide d'achat. C'est ce qu'on a fait, ça a plutôt bien fonctionné. C'est un top 5 en gros, comme on a vu sur ce qu'il y avait sur Mano un petit peu. Avec en tour, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un mini cocon autour qui va pousser cette page comparatif
et donc ce mini cocon va traiter tous les sujets informatifs autour de ce produit en question. Et donc l'avantage de ça, c'est que vous pouvez très bien avoir votre arbo e-commerce classique et faire ça en parallèle, parce que l'avantage, c'est ce que je mets ici, c'est que ça permet de ranker sur d'autres mots-clés, que de toute façon, quoi qu'il arrive, avec votre catégorie e-commerce, vous n'aurez jamais des bonnes positions. Donc ça va être par exemple meilleur plus produit, avis plus produit, test plus produit, etc., etc. Et donc là, on voit, c'est un exemple, c'est une petite page de 1500 mots, mise en ligne en juin dernier, et vous voyez qu'aujourd'hui, elle fait entre 15 et 25 clics par jour, ce qui est plutôt pas mal, surtout qu'on est sur un produit qui peut potentiellement être assez cher. Donc là, voilà, c'est quelque chose qui est vraiment, pour le coup, je trouve 20-80, parce que c'est quelque chose qui est pas hyper compliqué à mettre en place et qui peut vous permettre de générer du trafic rapidement. Autre type, c'est le flux produit SEO. Alors ça, c'est assez nouveau. Je vous conseille de le faire. Ça, c'est pareil. C'est pas très compliqué à mettre en place et ça peut faire la différence. C'est d'envoyer votre flux produit à Merchant Center. Alors, il y a certains e-commerce qui le font pour la partie ads, mais si vous faites pas d'ads, il faut quand même l'envoyer pour la simple et bonne raison que ça permet d'améliorer votre visibilité dans Google. Ici, notamment, vous avez l'exemple sur peinture bois. Google met énormément en avant des extraits enrichis, des extraits produits. Et donc, le fait d'envoyer votre flux à Google va améliorer, bien évidemment, le fait de prise en compte de tous vos produits et potentiellement, donc, du coup, de mieux ressortir. Et ce qui est important pour le coup, et là, je l'avais dit tout à l'heure que c'était pas hyper important, par contre, pour ça, même chose, il faut bien soigner ces données structurées pour pouvoir apparaître de manière convenable. Donc ça, dans la Search Console, vous l'avez. Je vais assez vite parce que je vois que le temps passe. Donc l'évolution de Google, vous voyez maintenant sur certaines requêtes, il y a le carousel shopping et tout de suite un listing image. Donc là, vous voyez l'importance. Le maillage interne maintenant. Alors, il faut y prioriser le maillage interne. Quand je dis maillage interne, c'est à la main, hein, vraiment in text. Ça, c'est vraiment important. D'abord les pages catégories, puis les pages marques, plus les pages produits. Ça, c'est hyper important de prioriser. De l'encre exacte, hein, faut y aller, surtout le maillage interne, il n'y a pas de pénalité possible, c'est pas gênant. Il faut quand même varier les angles pour les mots-clés secondaires, par exemple, je prenais panneaux solaires, panneaux photovoltaïques. Et puis, ça, c'est surtout pour mailler les smart catégories. Vous vous souvenez, j'ai parlé des smart catégories. Vous intégrez beaucoup de catégories, il faut leur donner du jus, parce que c'est des pages qui n'ont pas beaucoup de jus, donc il faut leur en donner, donc il faut faire du maillage depuis vos pages existantes. Ce qui marche très bien aussi pour les catégories, c'est de faire des mini cocons autour de ces catégories. Vous avez votre page e-commerce catégorie ici, et vous allez faire des articles de blog autour de cette thématique et faire du lien vers cette page. Là, c'est pareil, il faut faire de l'encre exacte, vous pouvez y aller. Là, on est plutôt sur la partie blog, comme j'avais évoqué autour, mais ça va vraiment donner de la puissance à votre page catégorie et permettre de faire en sorte qu'elle rentre beaucoup mieux. Ça, c'est pareil, c'est vraiment pour le coup une méthode 20-80 qui fonctionne très bien. Il n'y a pas besoin de faire 50 pages, mais rien que 5 à 10 pages, ça peut déjà lui donner de la puissance. Et ce trafic froid, parce que qui va souvent se positionner sur des pages, sur des requêtes informationnelles, pardon, il faut essayer de le capter. Donc là, taux de conversion, on essaie de l'améliorer. Donc, on essaie peut-être de récupérer de l'email, on propose du lead magnet, de l'ebook, du code promo. Voilà, on essaie de récupérer quelque chose parce que sur un e-commerce, la partie blog peut représenter trop de trafic parfois même et desservir la partie boutique en ligne. Et donc, il faut essayer du coup de capter ce trafic et essayer d'en tirer quelque chose plutôt que de leur dire achetez ici. Non, de toute façon, ils viennent pour de l'information. Donc, il faut essayer d'abord, étape 1, essayer de leur faire passer une petite action. Pour terminer la partie netlinking, alors je passe rapidement dessus. Moi, j'estime que c'est très important. C'est encore c'est encore très très important dans la go de Google aujourd'hui. Moi, j'ai fait un tableau récap juste pour vous dire les 3 façons de faire. Donc, PBN, achat direct ou plateforme à la carte et délégation à 100%. Chacune ayant des avantages et des inconvénients, bien évidemment. Donc, il y en a qui demandent 0 de temps requis, par contre, qui sont forcément un peu plus chers. Et à l'inverse, la partie PBN, par exemple, est très peu chère, mais par contre, elle demande un temps requis assez important.
Donc voilà, chacun fait en fonction de son expertise aussi, c'est ce que j'ai mis, demande d'expertise. Mais il faut encore aujourd'hui, le netlinking, il faut absolument l'activer rapidement. Je vous montrerai la dernière slide qui récap un peu tout ce que j'ai dit ici, parce que je vais vite, parce que je vois que le temps passe. Mais le netlinking est ultra important et moi surtout je mets le point là-dessus, c'est que je vois beaucoup de sites e-commerce encore aujourd'hui où en fait, rien qu'en faisant du netlinking, ils pourraient facilement déjà, monter dans les différents, mots-clés qu'ils peuvent cibler. Parce qu'en fait, on voit que leur SERP est assez concurrentiel ou moyennement concurrentiel, mais qu'eux, en fait, ont tellement peu de liens que c'est difficile d'exister. La partie PBN, le seul avantage que moi je liste, et c'est pour ça que moi je le fais aussi un peu à titre personnel, c'est que ça permet de varier les types de liens. Sur les plateformes, etc., qu'on retrouve et que vous connaissez, on a le fameux classique 100% blog avec du lien in-text dans une page quel plancha choisir en 2024. Bon, le problème, c'est que tout le monde fait ça et Google, aujourd'hui, je pense qu'il en a un peu marre de tous ces liens un peu identiques. Et le PBN permet justement de faire des liens un peu ce que j'appelle hors SEO, c'est-à-dire moi ce que j'appelle des liens images, par exemple en home, le fameux nos partenaires, vous avez des sites qui font ça, alors ils font pas de netlinking, mais ils le font sans le vouloir. Ça peut être des liens footer qui peuvent être clean, des liens sidebar, ça peut être des liens sur un pool d'articles en lien avec votre thématique, etc. C'est l'avantage d'avoir la main sur ces sites, c'est de pouvoir faire des liens aussi qui sont un peu différents et qui apportent aussi une variété de liens et une homogénéité dans les liens qu'on peut avoir. Je vous ai listé les 3 plateformes que moi j'estime comme étant les meilleures en 2024, pour être honnête. eRefer, Linksgarden et Linkuma. C'est, je trouve, honnêtement, les 3 meilleurs. Chacune ayant, bien évidemment, des spécificités, hein. Linkuma, on va être plutôt sur du lien pas cher, quoique ils en font un petit peu plus cher. Linksgarden, on va avoir un peu de tout, mais on va avoir aussi la partie délégation qui peut être intéressante. Et eRefer, c'est 100% à la carte pour le coup. Et petit tips aussi, par exemple, sur Linkuma, ça peut être intéressant, c'est de faire des liens tiers 2 pour redonner de la puissance à des backlinks, alors notamment dans du PBN, ou même si vous avez acheté des liens assez chers, par exemple, au bout d'un moment, il y a toujours l'effet du temps, etc. Ils perdent un peu de jus, et du coup, de leur faire des liens, ça va leur redonner un peu de patate et potentiellement, globalement, bénéficier à tout votre site. On termine avec les cas concrets, je vais vite. Ça, par exemple, c'est un exemple simple, efficace d'un e-commerce. Le plan d'action était très simple. Recherche de mots-clés complète, implémentation des catégories Smart Catégories, un peu de liens. Et voilà, le site, il décolle tout de suite. Il n'y a même pas eu d'optimisation technique ou quoi que ce soit. Le site était globalement assez clean. Voilà, c'est pas non plus le truc de fou, mais ça suffit. Donc là, voilà, on a intégré, alors je sais plus, 40 ou 50 catégories. On met les contenus qui vont bien, même quoique je crois qu'il n'y a même pas beaucoup de contenu. Mais déjà rien que ça, plus un peu de netlinking, ça suffit à faire décoller le site. Pourquoi recherche de mots-clés complète? Parce qu'en fait, justement, on a identifié qu'il y a plein de mots-clés intéressants qui n'étaient pas du tout utilisés par les concurrents. Donc on se positionne limite en une semaine, on est déjà page 1, on force un peu l'indexation, un peu de maillage et ça décolle tout de suite. Autre cas intéressant, ça c'est sur du e-commerce aussi, la partie Discover, ça peut fonctionner. Sur des fiches produits, pour le coup. C'est un client. Alors, je peux pas dire sa thématique, mais en gros, c'est une thématique un peu tendance, un peu dans l'actualité. Et en fait, il y a des fiches produits qui pop dans Discover comme ça de temps en temps. Bon, la technique, je l'ai mis ici un peu. Il y a des pistes, hein, bien évidemment, changement d'URL. Google croit que c'est une nouvelle page produit alors que non. Une nouvelle fiche produit alors que non, pardon. d'Illaz ou du Ninja Linking, ça peut aussi aider pour faire un peu de trafic et réveiller un peu la page. Ça, c'est un petit tips intéressant. Autre cas concret, là, c'est sur un mini spin sur 300 pages dans une SERP concurrentielle. Ça ressemble à ce que j'ai dit avant. On est sur la thématique moto. On a fait un petit spin de 300 pages. Donc là, pareil, SERP concurrentielle, que de la fiche produit, que de la catégorie. Donc, quasiment aucune différenciation possible. On a des mastodontes devant, qu'est-ce qu'on fait?
eh ben, on va faire des pages différentes, plutôt mix e-commerce, informationnel, guide, conseils, etc. On essaie de proposer autre chose à Google, c'est ce que je mets ici, et donc, eh ben, on voit que ça fonctionne. On met en ligne il y a globalement 1 an, et ça a rapidement pris. Là, aujourd'hui, on est parti de 0 visite à 70 visites par jour, juste avec un petit spin de 300 pages. Donc là, les spins, ça fonctionne très bien, avec un budget globalement assez faible. Je termine rapidement. Un autre cas concret qui là ne fonctionne pas pour le coup, c'est ce que j'ai évoqué dès le départ. Un lancement d'un e-commerce dans la moto. C'est un EMD, c'est un ancien expiré. Alors malheureusement, c'était pas voulu, mais on l'a constaté a posteriori. Et le site décolle pas du tout. Alors que le décolle pas du tout sur Google, mais le site rank très très bien sur Bing. Donc ça, c'est assez drôle. On a mis du backlink, mais ça fonctionne pas. Donc voilà, on voit des fois que ça fonctionne pas forcément tout ce qu'on peut mettre. Donc les solutions et possibilités. Est-ce qu'on change le NDD? On passe d'autre chose à complètement autre chose. Est-ce qu'on fait 300 ou pas de l'ancien vers le nouveau? Je sais pas. On attend une match Google, peut-être qu'il va le réveiller, ou il va décoller à un moment donné. Je sais pas. Donc là, c'est un peu un cas d'école. Le site pourtant est hyper clean. Il a la légitimité pour ranker. Bon, moi, je pense que c'est l'ancien expiré qui a très vu en plus, qui fait que Google n'en veut pas. Et pour terminer, un e-commerce dans la chaussure. Donc là, on a attaqué les pages marques plus produits. Ça, c'est pas forcément la chose qui peut être faite dès le départ, mais c'était vraiment parce que c'était des mots-clés intéressants et moins concurrentiels. Donc on a attaqué sur ça. Site neuf, thématique ultra concurrentielle. Le site est techniquement très moyen, mais on a attaqué plutôt pareil, créer des pages en masse, un peu de contenu et surtout du netlinking parce qu'on était sur un site neuf, donc en fait ça fait vite la différence. Comment trouver son 20-80? Donc, il faut d'abord partir sur l'analyse de son site, la dette technique, l'on-site, l'autorité et le contenu. Là, par exemple, ici, il y a une capture de SEO Observer pour voir que globalement, moins de 100 RD, moi, je trouve que c'est largement accessible. Donc, il faut mettre vite le netlinking en place. Et puis, le plan d'action qui, moi, je trouve marche dans 80% des cas. Recherche de mots-clés avec créer beaucoup de pages, intégration de contenu sur ces pages prioritaires et du netlinking. Notamment, c'est ce que j'ai mis, du deep linking, c'est-à-dire faire du lien vers des pages internes. Ça marche très très bien. Voilà. J'ai été très vite sur la fin parce que j'ai fait trop de slides. Merci à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'était ma première conf, donc j'en ferai moins la prochaine fois de slides. C'est un rythme à prendre. Bravo Simon pour ta conférence. C'était quand même très bien. Merci pour la mention, Garden. Je suis allé vérifier, il a bien un compte. C'était pas pour la pub. Non, non, pour être honnête, justement, je l'ai pas dit, mais oui, je le dis honnêtement, j'achète un peu partout, mais j'ai donné mon top 3 que moi j'estime comme étant très bien en 2024. Yes, et bien vu pour le Tips T2. Franchement, moi j'échange encore beaucoup là-dessus. Hier, on était à un événement à Lyon et j'en ai parlé avec plusieurs justement. Et nous aussi, pour le coup, on fait des campagnes là-dessus sur du tiers 2. Donc, pas hésiter à nous consulter. Et c'est vraiment intéressant le tiers 2. Je pense souvent quand on travaille pour des clients, pour des e-commerce, souvent quand on a des gros clients avec un nom de renommée, on va dire, souvent vous avez le SEO qui est in-house qui va vous dire oui, mais attention au lien parce qu'après il y a mon chef qui regarde, ainsi de suite, ainsi de suite. Oui. En fait, avec le T2, eh ben, vous avez beaucoup moins de problématiques là-dessus parce Oui. que du coup, il ne va pas avoir ce genre de lien. Et en plus de ça, pareil pour vos concurrents. Quand vous allez Oui. faire du tiers 2, c'est moins visible par vos concurrents et vous voyez moins votre stratégie. Oui. Bah ouais, j'avoue, le tiers 2 et le deep linking, c'est vraiment ce qui est sous-côté pour le coup. Yes. On avait une question, je vais passer la main à Bilka. Ah oui, alors on avait deux questions. Je mets celle-là, je l'affiche, et puis une autre que tu pourras donner s'il te plaît. On ne voyait pas le nom des outils que tu utilisais des fois parce qu'ils étaient cachés derrière ta tête. À un moment, tu as Ah parlé oui, d'un. Il y avait cannibalisation. au début. Voilà, donc si tu pourras les donner pour tout le monde. Ouais, alors ils seront dans les slides, mais c'est 1-2 pages, je crois, celui-ci. Ouais, peut-être, oui, voilà, ça va être lui, ouais. J'avoue que vous le voyez pas, mais c'est 1-2 pages avec un s.com. Voilà, à toi, Bilka, pour la question de François. Yes. Merci, franchement, je te connaissais pas, mais très pertinent dans les petits conseils, surtout que tu as dit un truc qui est important pour moi, le 20-80 à chaque fois. Tu vois, tu as élagué pour vraiment donner ce qui était
ce qui était indispensable. Donc, vraiment cool. Franchement, moi, j'ai bien aimé ta conf. J'aurais une petite question pour toi après, mais d'abord, c'est les questions des personnes qui sont là. Françoise qui dit comment éviter la cannibalisation entre un article de blog et une page catégorie? La frontière est souvent très mince. C'est souvent le problème sur un e-commerce parfois. Alors, ça va dépendre des cas, bien évidemment, la réponse du SEO, hein, mais si l'article de blog rank, parce que c'est ça, je pense, la question, c'est l'article de blog rank alors qu'on veut que ce soit la catégorie. Dans ce cas-là, il y a deux solutions. Soit il faut supprimer l'article de blog si tu veux vraiment que ce soit ta catégorie qui rank. Sinon, ce qui peut se passer, moi, ce que j'ai déjà fait, ce qui fonctionne, c'est que tu prends ton contenu de ton article de blog et tu le colles sur ta catégorie, tu fais une 301. Après, c'est un peu bourrin, mais si tu veux vraiment que ce soit ta catégorie qui rank, c'est le seul moyen. Après, si tu as un article de blog rank à la place de ta catégorie, peut-être que justement, ça peut être aussi d'une force, c'est que tu viens avec une intention différente et que tu peux peut-être te positionner, alors qu'avec ta catégorie, tu auras un plafond de verre et tu n'arriveras jamais à outrepasser les positions qui t'intéressent. Pour compléter en fait ce que tu dis, Simon, et là pour le coup, je parle sous ton contrôle parce que tu es beaucoup plus fort en e-commerce que moi. Moi, quand j'ai des blogs, quand j'ai un blog et des produits, ce que je fais, c'est que mon produit ou bien ma catégorie, tu vois, je l'optimise sur les mots-clés que je veux optimiser. Après, l'article de blog, je veux plutôt utiliser des mots-clés, sur le triptyque title, meta, H1, je vais plutôt faire en sorte de tourner le mot-clé sous forme interrogative. Tu vois? Ouais, mais même dans ce cas-là, parfois ça arrive. Je pense que c'est ça ce qu'il demande, c'est que moi j'ai eu des cas où même, par exemple, on a le fameux comment choisir plus produit. Ouais. Des fois, il peut ranker sur le mot-clé business, en fait. Et du coup, là, j'avoue que tu es coincé. Ok. Mais Après, normalement, tu as raison. Normalement, tes articles de blog ont une intention différente et du coup, c'est pas du tout les mêmes mots-clés cibles. Après, moi, ce que je fais après, c'est vraiment veiller, tu vois, à ce que les deux articles communiquent entre elles en mode ménage interne, pour vraiment dire à Google, écoute, ça, c'est l'information, ça, c'est la catégorie produit. Puis après, je les ai viotés comme ça. Moi, j'ai vu le cas de figure où ça s'est cannibalisé, mais vraiment, ouais, ton retour d'expérience est assez sympa là-dessus. Merci. Merci, Simon. Est-ce qu'on a une autre question, Alain? Non, c'était bon. Et puis en plus, on est pile poil dans le timing, donc on va pas embêter Simon plus longtemps. Okay. Je lui laisserai faire un tour des commentaires si jamais. Et puis pareil que les autres speakers, n'hésitez pas à aller voir. Voilà, n'hésitez pas à aller le voir sur les réseaux sociaux et ainsi de suite. Ils sont tous disponibles, nos speakers, et ils vous répondront avec plaisir. Pardon. Je te souhaite une bonne fin d'après-midi, Simon. Je te dis à bientôt. Merci à vous en tout cas.